Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la page Facebook du Comité régional olympique et sportif Normandie. Je suis ravi de vous savoir connecté pour échanger avec notre invité Maxime Taillebois, responsable numérique du Bureau de la communication jeunesse et sport. Pour cette occasion, nous allons voir avec lui comment concilier communication numérique et institutionnelle au service du sport. Vous êtes peut-être étudiant, professionnel de la communication, agent de l'État, dirigeant sportif ou tout simplement amoureux du sport en général. Alors, n'hésitez pas à nous dire plus dès maintenant en commentaire pour vous présenter. Et sachez que tout au long de nos échanges, vous avez donc la possibilité de poser des questions. Alors, n'hésitez pas. Bonsoir Maxime, je suis ravi de te savoir à nos côtés. Comment vas-tu? Ça va très bien. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Rassure-moi, es-tu bien en forme olympique? Oui, évidemment, bien sûr. Toujours. Nicolas Marais, président du Cross Normandie, est avec nous et tient personnellement à te saluer. Bonsoir Nicolas. Bonsoir, bonsoir Maxime. Bonsoir. Je te remercie de participer à ce webinaire. Je dois le dire, le Cross Normandie entretient de très bonnes relations avec le ministère des Sports et je remercie le ministère d'avoir participé à plusieurs webinaires organisés par le Cross. Donc c'est toujours très intéressant d'avoir ce lien entre le mouvement sportif et ministère. Donc c'est un sujet extrêmement important, la communication. Et nous avons un expert de la communication, donc je pense que le contenu va être riche et j'invite les nombreux passionnés de sport, dirigeants, à suivre ce webinaire. Merci et excellente soirée. Merci beaucoup Nicolas. Bon Maxime, on est ensemble là pour une petite heure. Est-ce que tu peux déjà dans un premier temps nous présenter ton parcours, les formations éventuellement que tu as pu suivre et les différentes expériences professionnelles avant que tu puisses arriver aux manettes du ministère chargé des sports, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Alors moi, déjà paradoxalement, même si on va en parler par la suite, je viens pas tellement du domaine du sport. Moi, je suis supporter de football, je pratique du tennis par ailleurs. Mais moi, mon expérience, mon parcours, c'est finalement plutôt un parcours de communication politique et publique. J'ai fait des études d'histoire. Après, j'ai fait un master de communication politique et publique à l'université de Créteil. Et à l'issue de mes études, en septembre 2011, en fait, j'ai intégré la campagne primaire puis présidentielle de François Hollande. Donc sur le numérique, je faisais déjà de la communication numérique à l'époque. J'ai fait partie de son équipe de campagne. Et en 2012, on a gagné les élections présidentielles. Ça ne vous aura pas échappé. Et moi, je me suis retrouvé au chômage pendant 4 mois avant d'être recruté dans une collectivité territoriale, la mairie d'Alfortville, dans le Val-de-Marne. J'ai été d'abord chargé de communication, puis je suis devenu, au bout d'un an, responsable du pôle web. Alors à l'époque, on était en 2013, après un an, on créait les pages Facebook, le compte Twitter de la ville. On était quelques-uns à s'occuper du web. Et un an encore plus tard, en 2014, j'ai été recruté par la présidence de la République. Donc il n'y a pas de hasard, j'ai été recruté par la présidence de la République parce que j'avais travaillé précédemment sur la campagne de François Hollande et que donc d'anciens collègues sont redevenus mes collègues à ce moment-là. J'ai été chef de projet web et community manager de la présidence de la République. Et puis, j'ai fait un court passage au moment où François Hollande décide de ne pas se représenter. J'ai fait un court passage par le Parti socialiste où j'ai œuvré dans l'équipe de campagne sur les primaires, les présidentielles et les législatives de 2017. Bon, là, pour le coup, il ne vous aura pas échappé qu'on n'a pas gagné ces élections-là. Et c'est à l'issue de ces élections, avec une très belle ligne sur le CV, donc, que j'ai rejoint le ministère des Sports, là aussi pour m'occuper de communication numérique toujours. Et c'est le poste que j'occupe donc depuis août 2017. Donc, je suis responsable de la communication numérique. Alors, à la fois, j'ai souvent tendance à résumer en disant que c'est pour le ministère des Sports, mais tu l'as dit, Pierre, c'est pour le Bureau de la communication jeunesse et sport. Donc, on travaille à la fois pour la ministre Roxana Maracineanu sur les questions de sport et aussi pour la secrétaire d'État Sarah El Haïry, qui est en charge de la jeunesse et de l'engagement. Et dans ces deux secteurs, avec une petite équipe, on a en charge de gérer les sites Internet et les réseaux sociaux, donc de définir la stratégie qui est celle de nos deux champs de compétences sur ces réseaux sociaux, et puis ensuite de les gérer au jour le jour. Et je crois que c'est essentiellement de ça qu'on va parler ce soir. Merci beaucoup pour cette petite présentation. Justement, pour parler du ministère chargé des sports, peux-tu nous expliquer comment s'organise la com digitale?
Alors, dans notre bureau, on est 3 sur la communication digitale, à s'occuper très directement des réseaux sociaux. On a une collègue donc, qui s'occupe uniquement du secteur jeunesse et ensuite on est 2 à travailler plus sur les sports. Donc une community manager et moi-même, et on se répartit en fait la tâche tout simplement. Alors notre organisation elle a un petit peu changé au moment de du premier confinement, au tout début de la crise sanitaire. En mars 2020, on s'est réparti les tâches. Elle s'occupe aujourd'hui du compte Instagram du ministère, moi du compte Twitter, et on se partage ensuite le compte, enfin la page Facebook et la page LinkedIn, parce que comme vous pouvez l'imaginer, on reçoit de très nombreux messages, notamment sur les mesures pour le sport dans cette période de crise qui est un petit peu compliquée. Et donc, comme il nous tient à cœur de répondre à un grand nombre de questions, on s'est réparti la charge pour que chacun puisse avoir un suivi assez fin des demandes qui nous sont faites. On reçoit de très nombreux messages privés, notamment sur ces réseaux sociaux-là, et on met un point d'honneur à apporter des réponses aux usagers. D'accord. Et est-ce que tu peux justement nous décrire éventuellement ta journée type, si ça existe? Et on aimerait savoir si tu es mobilisable, entre guillemets, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Alors ça, c'est tout l'enjeu de la communication numérique, c'est-à-dire que j'ai tendance à penser que le community manager, finalement, c'est rien d'autre qu'un agent du public derrière un guichet, comme ce serait le cas si on allait à la poste ou dans n'importe quel service public. Nous, on est là pour répondre à nos concitoyens qui peuvent se poser un certain nombre de questions sur le sport en particulier. Après, la grosse différence, c'est qu'effectivement, on n'a pas d'horaire d'ouverture des bureaux. Alors en semaine, je vous rassure, hein, on a des horaires de travail, on respecte le droit du travail français. Mais au-delà de nos horaires de travail normal, on a des astreintes les soirs et week-ends parce que régulièrement, on a des urgences et des besoins de communiquer, y compris en dehors voilà, des horaires de semaine. Donc la journée type, ça va être de faire de la veille, je pense on va y revenir. Regarder ce que sont les notifications sur les différents comptes pour avoir un suivi, parce que je vous rassure, on dort quand même la nuit, donc il faut forcément à un moment donné rattraper l'activité plutôt du compte depuis la veille au soir. Et puis, alors nous, on fait le choix de programmer très peu de publications sur les réseaux sociaux, donc on a une gestion au jour le jour des publications. Et puis à côté de ça, il y a le suivi des différents dossiers. Ça peut être les politiques publiques du ministère. En dehors même des questions de crise sanitaire, ça va être l'aisance aquatique, par exemple, pour la lutte contre les noyades. Ça va être le savoir rouler à vélo, qui est un autre gros programme qu'on mène. Peut-être que certains d'entre vous ont assisté vendredi dernier à la 2e convention nationale de prévention des violences dans le sport. On a aussi des campagnes contre les discriminations. Tout ça, ce sont des dossiers qu'il faut suivre au jour le jour. Donc, c'est aussi des réunions en visio, au-delà du rendez-vous qu'on a maintenant, parce que je pense, comme beaucoup d'entre vous, beaucoup de temps devant nos écrans. Et voilà, on a un suivi des demandes, des publications. Et surtout, j'ai tendance à penser que le travail du community manager, il commence une fois la publication faite, parce qu'en réalité, en ce moment, je pense que facilement 70 à 80% du boulot, c'est de traiter les questions que suscitent elles-mêmes nos propres publications. Merci beaucoup. Justement, dans la continuité, on aimerait savoir comment tu travailles, avec quels outils, quels logiciels, et peux-tu nous dire voilà, quels sont ces outils et ces logiciels indispensables que tu utilises au jour le jour? Alors, il y en a quelques-uns. On a tendance à penser d'ailleurs que la communication numérique est gratuite, c'est-à-dire que comme pour créer une page Facebook ou créer un compte Twitter, il n'y a pas besoin d'investir de l'argent. On peut avoir l'impression comme ça qu'il suffit de publier des messages et que le message sera entendu. En réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. En réalité, on a 3 grosses missions. Il y a la veille, il y a la publication et les réponses qu'on peut faire, et puis il y a tout ce qui est évaluation, bilan. Il est évident que pour la veille notamment, on n'utilise pas uniquement les statistiques des différents réseaux sociaux, même si ça peut donner une idée. Alors, je ne veux pas faire particulièrement de la pub. Nous, il se trouve qu'on travaille avec un prestataire qui s'appelle VisiBrain, qui fait de la veille sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup d'autres, comme Radarly, par exemple, ou comme Talkwalker. Donc, ce sont des outils professionnels. On ne l'a pas tellement choisi d'ailleurs parce qu'on a des marchés mutualisés du gouvernement. Tout ça est assez cadré. Il se trouve qu'en ce moment, on travaille avec VisiBrain. Donc, c'est le type d'outil qui nous permet d'avoir une vue assez complète des différents thèmes abordés sur le web en matière de sport. Ça nous permet de veiller aussi l'e-réputation du ministère, de la ministre, savoir ce qui se dit pour pouvoir, le cas échéant, répondre. Et puis après, on a d'autres types d'investissements, d'autres types d'outils. On fait par exemple de la sponsorisation de contenu. Ça arrive régulièrement sur les campagnes. On peut acheter de la publicité, que ce soit sur Facebook, sur YouTube.
Pour ça, on passe par une régie publicitaire. Et c'est des investissements qui sont importants parce que si vous regardez sur les réseaux sociaux du ministère, là, en ce moment, sur Twitter en particulier, on doit être autour de 69 000 abonnés, je pense. Vous comprenez tout de suite qu'au vu de la population française, le compte Twitter du ministère des Sports touche finalement très peu de Français. Et l'un des moyens qui permettent d'élargir un petit peu cette audience-là, ça va être de faire un petit peu de sponsorisation. On est évidemment extrêmement vigilant parce qu'on dépense de l'argent public, mais pour autant, voilà, on a besoin de ces outils-là qui peuvent être payants pour que le message passe au plus grand nombre. Je parlais des politiques publiques qu'on peut être amené à mener. Il est évident qu'avec l'arrivée de l'été, par exemple, on a tout intérêt à faire des campagnes de communication sur la lutte contre les noyades. Et on sait particulièrement que sur ce sujet-là, par exemple, plus on fait de communication avant l'été et moins il y a de noyades. Alors évidemment, tout ça, c'est corrélé à l'accès aux équipements sportifs, à la capacité des enfants à apprendre à nager. Mais au-delà de ça, une bonne politique publique, une politique publique qui existe, c'est une politique publique dont les gens savent qu'elle existe et donc il faut transmettre le message. Donc, une autre petite question. Peux-tu, s'il te plaît, nous dire si dans ton métier, tu as des objectifs fixés par ta hiérarchie et ou quels sont les critères d'évaluation de ton travail? Alors, on en a un certain nombre, en particulier sur les campagnes dont je parlais. Quand on investit de l'argent, on a évidemment des indicateurs. Alors, je ne veux pas rentrer dans trop de jargon, mais on va dire qu'on a des campagnes qui sont soit des campagnes de notoriété, où là, l'objectif, c'est de faire en sorte que la campagne soit vue par le plus grand nombre de personnes possible. Je parlais de la lutte contre les noyades, c'est un exemple. Après, on peut avoir aussi des campagnes avec des objectifs de conversion. Donc, l'idée de faire quelque chose aux gens en ligne. Pour vous donner un exemple, en ce moment, on mène avec le ministère des Sports une campagne qui s'appelle Sésame. C'est un très beau dispositif qui permet à des jeunes sans qualification d'accéder à des métiers soit du sport, soit de l'animation. Bon, bah, typiquement, là, notre objectif de campagne, ça va être de faire en sorte que les jeunes qui sont exposés à cette campagne-là participent du dispositif et donc s'y inscrivent. Et donc là, pour le coup, on va avoir des indicateurs en termes de visites sur notre site, en termes de nombre de jeunes qui aura pris contact avec nous pour rentrer dans le dispositif. Et puis après, ça dépend aussi des objectifs qu'on se fixe. On fait de la veille tous les jours. Donc, d'un sujet sur l'autre, on a un certain nombre de volumes. Ça nous permet d'évaluer si notre message est bien passé, si une campagne est bien reprise. Voilà, c'est comme ça qu'on réussit à savoir finalement si notre message porte au quotidien. Et dans le cadre de tes fonctions et celles de tes collaborateurs, y a-t-il des échanges directs avec différents ministres? Et si oui, à quelle occasion le plus souvent? Alors, on croise les ministres surtout sur les déplacements qu'on fait avec eux. Une grosse partie de nos missions, c'est d'accompagner les ministres en déplacement pour couvrir un certain nombre de choses. Alors, il n'y a pas que le community manager, il peut y avoir aussi le photographe du ministère qui se déplace régulièrement. On peut avoir des vidéastes aussi parce que le community manager, lui, va se déplacer avec son smartphone, donc il peut produire un certain nombre de contenus, mais ce ne seront pas les mêmes contenus, on va dire, que si c'est un vidéaste qui vient pour faire un reportage peut-être plus long et plus complet. Et c'est sur ce type de déplacement qu'on croise le plus souvent les ministres. Et donc, c'est là qu'on a un certain nombre d'échanges informels. Il se trouve que Roxana Maracineanu, par exemple, est assez attentive à ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, qu'elle nous fait régulièrement des retours sur la façon dont on communique. Il se trouve en plus qu'elle a un certain nombre d'idées sur la façon dont on peut mener, améliorer les choses. Et puis surtout, ça nous permet aussi de bien évaluer ce que sont ses priorités à elle. Nous, on est un service administratif, on n'est pas un service politique, on ne fait pas partie du cabinet de la ministre. Donc, ce n'est pas nous qui orientons, on va dire, les politiques publiques. Après, on est comptable, évidemment, de ses choix à elle en tant que ministre. On est dans l'obligation de faire la communication des dispositifs qu'elle porte et donc avoir son regard à elle et pouvoir échanger avec elle au quotidien pour savoir la façon dont elle souhaite qu'on porte les messages. C'est évidemment extrêmement intéressant et ça nous permet à nous d'avoir tous les éléments au moment de donner des réponses aux gens sur les réseaux sociaux. Donc, une petite question qui arrive donc de Facebook, de Jean-Luc Mercadier. Avez-vous une ligne éditoriale? Et plus précisément, le ton parfois humoristique dans vos réponses sur Twitter notamment, est-il imposé, entre guillemets, ou est-ce de votre propre initiative? Alors, on a différentes lignes éditoriales. Sur les réseaux sociaux, il est évident que chaque réseau a ses propres us et coutumes. Donc, on ne va pas du tout gérer les choses de la même manière.
on a souvent des objectifs de communication qui sont convergents. Je l'ai dit, ça peut être de faire de la communication sur les politiques publiques, ça va être de parler de l'actualité sportive, ça peut être de mettre en avant aussi des fédérations qu'on voit un petit peu moins. Vous constaterez sur les réseaux sociaux qu'il est évident que le ministère des Sports a moins de poids en termes d'abonnés que la Fédération française de football ou que la Fédération française de rugby, par exemple. Ces deux fédérations-là, qui sont des fédérations très populaires, elles n'ont pas nécessairement besoin de notre soutien. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas relayer leurs actualités, mais pour autant, ce n'est peut-être pas forcément l'objectif principal pour nous. En revanche, on va avoir des fédérations qui ont un petit peu moins d'abonnés et qui peuvent avoir besoin de notre soutien. Puis surtout, c'est le rôle du ministère de montrer toute la diversité des sports qui s'exercent en France. Ça va être sur les disciplines, ça peut être aussi la mise en avant de secteurs du sport qui vont peut-être avoir un petit peu moins de publicité. Je pense au handisport, par exemple, qui est souvent un petit peu moins mis en lumière. Donc là aussi, le ministère des Sports a un rôle de service public et d'information sur ces secteurs-là. Et puis après, sur la question de Jean-Luc, pour le ton, alors on est totalement libre. J'ai tendance à penser qu'il faut laisser au community manager un peu de liberté. Et surtout, il faut lui permettre de faire en sorte que son caractère transparaisse un petit peu à travers l'institution. Ce n'est pas simplement pour se faire plaisir, c'est aussi parce que ça permet aux gens avec lesquels on échange au jour le jour de comprendre que derrière le compte de l'institution, on a un être humain. Donc, ça peut permettre de mettre un petit peu de distance parce que, notamment dans la période de crise qu'on traverse, on a des gens qui sont très fâchés, qui sont très frustrés. Le fait que les gens en face comprennent qu'il y a une personne derrière le compte de l'institution, ça permet aussi de faire un petit peu redescendre et puis de parler de façon un petit peu plus légère, d'apporter des réponses un petit peu plus fines, un petit peu plus empathiques, on va dire, aussi aux usagers. Et puis, ça permet aussi, quand on se fait littéralement agresser, de faire appel à quelques alliés en ligne, j'ai envie de dire, des utilisateurs qui vont intervenir pour défendre finalement le compte de l'institution, qu'ils soient d'accord d'ailleurs avec les politiques publiques menées ou pas, mais simplement pour faire en sorte que sur ces réseaux sociaux où on peut avoir vite tendance à l'invective, on puisse avoir au moins par moment un débat sain et serein. Après, comme le dit Jean-Luc, on se permet des traits d'humour. Alors, on le fait plutôt sur Twitter, mais parce que c'est aussi l'habitude de ce réseau-là, hein, Twitter qui est un réseau plus direct, où on va avoir tendance à avoir quelque chose de plus décalé. Sur Twitter, en plus, il se trouve qu'on échange beaucoup avec des professionnels du secteur, des professionnels au sens large, c'est-à-dire que ça peut être des journalistes sportifs, ça peut être des athlètes, ça peut être même des bénévoles de clubs ou simplement des sportifs amateurs, mais qui parlent beaucoup de sport sur le réseau. Pour prendre un point de comparaison, sur Facebook, par exemple, on a un réseau qui est beaucoup plus grand public et où, de fait, on se permet peut-être un petit peu moins de décalage parce que c'est aussi moins l'usage sur ce réseau-là. Encore une comparaison, Instagram, par exemple, on laisse moins de place à l'humour, ou du moins, on ne le fait pas exactement de la même façon. C'est-à-dire que sur Twitter, ça va être plutôt des remarques ou un trait d'esprit. Sur Instagram, ça va être plutôt un réseau de l'image. Donc là, on va être plutôt sur du décalage par des images insolites, par des sondages un peu marrants. Voilà. En fonction des réseaux, on a une ligne éditoriale par réseau qui servent les mêmes objectifs, mais qui répondent surtout aux bonnes pratiques de chaque réseau. Petite question de Jérôme G. Gérez-vous les comptes de Madame la Ministre? Alors non, on ne gère pas les comptes de la ministre et c'est un point extrêmement important parce qu'il faut bien faire la distinction entre l'institution qui est publique et notre service qui est administratif et puis le cabinet de la ministre qui est un service politique avec des conseillers. Je dis ça, c'est pas du tout anecdotique, hein. J'ai dit que j'avais travaillé à la présidence de la République. Les contrats ne sont pas les mêmes, tout simplement. Quand on travaille dans un service administratif, on a des contrats standards, CDD, ça peut être des CDI, ça peut être des fonctionnaires, puisqu'on est dans la fonction publique par définition. Dans le cabinet de la ministre, on va être sur ce qu'on appelle des contrats cabinets, ce qui veut dire que le jour où la ministre part, les gens qui sont ses conseillers partent avec elle. Et ça, c'est important parce que on a l'assurance dans notre démocratie que les ministres sont en capacité de porter leur voix avec des conseillers qui sont en accord strict avec ce qu'elles pensent. Nous, on a juste un devoir de réserve au niveau administratif et évidemment une loyauté vis-à-vis de l'institution qu'on représente, mais on ne mélange pas les genres. Et d'ailleurs, pour que les choses soient très claires, un compte de ministre, il est au nom de la ministre, il est au nom de Roxana Maracineanu, ce qui veut aussi dire
que sur ce compte-là, elle peut tenir les propos qu'elle souhaite, y compris des choses qui n'ont pas de lien direct avec le ministère des Sports. Elle n'a pas pour obligation de ne publier que des contenus en lien avec sa fonction de ministre des Sports. En revanche, nous, sur les comptes du ministère des Sports, il est évident qu'on ne porte que la communication de l'institution et de la ministre quand elle porte des politiques publiques, mais donc les comptes de la ministre sont gérés par elle-même et un certain nombre de ses conseillers quand elle a besoin d'un relais. Tu parlais d'institutions, justement, travailler donc dans une institution aux côtés de femmes et d'hommes politiques, est-ce facile et quels sont les impacts sur ton travail? Alors, c'est pas facile. Moi, j'ai un parcours qui est très politique. Et c'est une question qu'on me pose souvent d'ailleurs, c'est de dire, est-ce qu'il faut être en accord avec le ministre en place ou avec le président en place pour pouvoir travailler dans telle ou telle institution? Je veux rassurer tout le monde, non, pas du tout. Moi, dans mon service, à une époque, on avait une personne qui avait sa carte à Europe Écologie Les Verts, une chez les Républicains. J'ai jamais caché mon appartenance au Parti socialiste. J'ai toujours ma carte dans ce parti-là. Donc, le fait que les agents aient des convictions personnelles n'est pas du tout un problème pour servir une institution. Par ailleurs, pour autant, il est évident que les ministres portent le projet politique d'un gouvernement et d'un président qui a été élu. Je pense qu'à minima, il faut être un tout petit peu en accord avec ce qui est porté, parce que sinon, on peut en souffrir personnellement. Mais tous les agents du service public sont loyaux vis-à-vis de leur poste, vis-à-vis de l'institution. Donc, à partir de là, on applique et on fait la communication des projets et de la ligne politique de celui qui a été désigné pour ça. C'est ce qui fait qu'on vit dans une démocratie saine aujourd'hui. Après, quel impact sur le travail? Ça dépend de vos convictions, j'ai envie de dire. Moi, je n'ai jamais été pris en défaut ou mis en difficulté par le fait de soutenir Roxana Maracineanu dans les politiques publiques qu'elle porte pour le ministère. Après, je le dis assez librement aussi, je ne sais pas si j'aurais forcément travaillé dans d'autres ministères de ce gouvernement, parce qu'il y a peut-être des endroits plus politiques ou qui, en tout cas, me heurteraient un petit peu plus. Donc ça, après, c'est de la responsabilité de chacun de savoir s'il est à l'aise dans son rôle. Mais pour autant, quand on n'est pas à l'aise, il vaut mieux changer de boulot. Et en tout cas, tant qu'on est en poste, tous autant on est loyaux vis-à-vis de l'institution en portant les messages qui sont ceux du ministre en place, du ou de la ministre en place. Clara qui nous interpelle donc sur la page Facebook du Cross Normandie. On voit de plus en plus de médias, d'associations sportives et même le gouvernement investir les nouveaux réseaux sociaux, notamment TikTok. Que pensez-vous de l'utilisation de ces nouveaux réseaux pour une communication institutionnelle et pourront-on y voir prochainement le ministère chargé des Sports? Alors, pas tout de suite. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Alors, en fait, il y a deux volets dans cette réponse. Il y a d'abord le volet qui n'est pas tout à fait la question que vous posez, mais qui vaut quand même le coup d'être abordé. C'est le fait que le ministère des Sports, d'une certaine manière, est déjà présent sur Snapchat et sur TikTok, pour ne citer que ces deux-là, par le biais de la sponsorisation dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que, à défaut d'y avoir un compte et d'y publier du contenu nous-mêmes, on investit ces réseaux-là par sponsorisation. Je parlais du dispositif Sésame tout à l'heure. Le dispositif Sésame, ça concerne des jeunes de 16 à 25 ans. Il est évident qu'on ne les touchera pas avec la page Facebook du ministère. Avec le compte Twitter, peut-être un peu plus, sans doute aussi avec Instagram. Mais sur cette tranche d'âge-là, par exemple, il est évident qu'un réseau comme TikTok a énormément d'impact et d'intérêt. Après, la difficulté, c'est toujours la même, c'est que les réseaux ont leurs usages et que pour y aller, il faut accepter d'en respecter les règles. Aujourd'hui, je ne vous cache pas que je ne me sens pas, et je ne suis pas certain que la ministre serait d'accord de toute façon, d'aller sur TikTok pour faire des chorégraphies, des concours de blagues, pour chanter en playback. C'est un petit peu le sujet aussi, c'est-à-dire qu'on sait que TikTok touche une cible qui est extrêmement intéressante pour nous et qui est une cible jeune, très difficile par ailleurs à capter pour tous les communicants du monde, que ce soit d'ailleurs dans le public ou dans le privé. Et en même temps, pour aller sur ce type de réseau, il faut être extrêmement préparé et puis surtout, il faut avoir des ressources humaines et financières derrière. C'est-à-dire que sur TikTok, il faut être en capacité de publier des vidéos quasiment tous les jours. Aujourd'hui, nous, on n'a pas les ressources en interne. On consacre déjà beaucoup de temps aux réseaux sur lesquels on est. On n'a pas les ressources en interne d'aller de façon convenable et confortable sur ce réseau-là. La question se reposera sans doute, mais j'avais eu l'exemple de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, qui avait un compte sur Snapchat
Bon, bah, typiquement, eux, ils avaient une personne dédiée sur Snapchat qui était créatrice de contenu, qui était aussi celle qui faisait le suivi de tous les messages privés qu'elle recevait par le biais des publications qu'elle faisait. Ça demande un investissement extrêmement important. Mais pour autant, moi, je suis à titre personnel tout à fait convaincu de l'intérêt de ces outils-là. J'ai d'ailleurs un compte personnel sur TikTok sur lequel je passe tous les jours et j'y trouve beaucoup de contenu extrêmement intéressant. Je vous invite vraiment à créer un compte sur le réseau pour voir ce qui s'y fait parce que ça peut être très drôle et vraiment pertinent. Mais encore une fois, ça demande beaucoup de ressources et aujourd'hui, au ministère des Sports en particulier, on n'en est pas là, clairement. Cette crise sanitaire de la Covid-19 a fortement impacté les licenciés des associations sportives, les pratiquants d'une activité physique ainsi que les nombreux acteurs du sport professionnel. Vous avez été ultra sollicité sur les différents réseaux sociaux et vous avez dû merveilleusement bien garder le contact avec vos communautés, réactivité et répondre à chaque fois de façon personnelle quand cela est bien évidemment possible. Est-ce la clé pour faire face aux nombreuses attentes et exigences? Oui, je pense que c'est une des clés. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais qu'il est nécessaire de permettre aux community managers de prendre un petit peu de liberté et puis d'exprimer un petit peu de ce qu'est sa personnalité. Quand on reçoit des messages, nous on reçoit des messages en message privé, quels que soient les réseaux, sur Twitter directement, sur Facebook aussi en commentaire, sur Instagram. On a des gens qui sont, on a des gens qui sont frustrés, on a des gens qui sont en colère, et puis on a des gens qui sont un petit peu à bout, tout simplement. Ça fait plus d'un an maintenant qu'on subit cette situation. Donc c'est important, je pense, de personnaliser les messages, de faire comprendre aux gens qu'on est là pour eux et qu'à défaut de réouvrir tout de suite les salles de sport, ce qu'on aimerait pouvoir faire, de fait, à minima, on peut au moins être présent pour leur apporter des réponses et pour essayer de leur donner des éléments sur la façon dont ils peuvent au mieux pratiquer leur sport dans la période. Et puis surtout, partager une forme de compréhension de la situation. Je pense qu'on est tous dans la même situation, moi compris. On est tous privés d'un certain nombre de nos disciplines favorites. Voilà, le contexte est difficile pour tout le monde. Je pense que c'était le moment ou jamais finalement d'être dans cette posture-là, d'être dans l'empathie et puis d'être en capacité d'apporter des réponses personnelles. Et pour tout dire, au départ, c'est même pas tellement une stratégie pensée, réfléchie et écrite. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé en mars 2020, au moment où le premier confinement est décidé. Le président, à l'époque, annonce que les gens vont pouvoir faire un peu de sport, mais pas trop loin de chez eux et pas trop longtemps. Et finalement, ça a un petit peu remis au centre des débats le ministère des Sports, qui n'est pas forcément le ministère le plus en vue, hein, on peut dire les choses franchement, au sein du gouvernement en temps normal. Il se trouve que paradoxalement, la crise sanitaire nous a un petit peu remis sur le devant de la scène et que là, pour le coup, on a reçu du jour au lendemain des centaines et des centaines de messages. On en a un peu moins maintenant, mais enfin, c'est quand même plusieurs dizaines par jour par réseau. Ça nous oblige aussi, ça, à prendre en compte cette parole-là et à apporter des réponses les plus individuelles possibles. Alors justement, en parlant de la crise sanitaire, Arnaud Lastel, qui est vice-président du Cross Normandie, mais qui réagit sur le compte Facebook du Cross Normandie, qui nous dit donc la communication est primordiale, en particulier lors des annonces des mesures sanitaires appliquées au sport. Comment expliquer le décalage d'informations entre les dispositions d'un décret et les mesures diffusées par le ministère chargé des Sports sous forme de tableau de synthèse? Une certaine confusion a été constatée au niveau des collectivités locales et des associations. Oui. Alors ça, pour le coup, c'est un sujet qui est central dans notre communication depuis un petit peu plus d'un an. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout part en général des annonces du politique, donc du président de la République. Et ce qu'il faut avoir en tête surtout, c'est que les arbitrages se font au dernier moment. Pourquoi ils se font au dernier moment? Parce que la situation sanitaire est extrêmement mouvante et qu'on veut prendre les meilleures dispositions en prenant l'avis du plus d'acteurs possible. Et de fait, une fois que ces annonces-là sont faites, la rédaction d'un décret, ça prend un petit peu de temps, les mesures sont souvent complexes. Et je crois surtout qu'il faut se rendre compte de ce que c'est que de changer les mesures de la vie quotidienne pour 67 millions de Français dans tous les secteurs d'activité. C'est-à-dire que là, ce soir, on parle du sport en particulier, mais il faut avoir conscience quand même que ça impacte l'ensemble des activités de France, les activités économiques en premier lieu, les ouvertures, les fermetures des différents établissements.
Et effectivement, le décret, c'est un texte qui a force de loi, c'est le seul texte auquel on peut se référer. Donc déjà, sa rédaction prend un petit peu de temps parce qu'il faut être sûr de ne pas y écrire de bêtises. C'est-à-dire que contrairement à ce que nous, on fait sur les réseaux sociaux, il n'est pas question de publier un décret et puis de dire au bout de 2 heures, ah bah pardon, excusez-nous, on s'est trompé sur tel terme, on va rechanger. Ça n'existe pas. Le décret, quand il sort, c'est le texte définitif des mesures à mettre en œuvre. Et une fois qu'on a ce décret, alors nous, en général, on en a des échos avant, donc les mesures pour le sport commencent à être préparées, mais après, il faut recouper toutes les informations, être sûr qu'on est sur les bonnes mesures, et surtout faire valider nos différentes mesures à nous par la CIC. La CIC, c'est la cellule interministérielle de crise, qui s'occupe, elle, de refaire une passe sur l'ensemble des directives prises par tous les ministères, l'intérieur, la santé, les sports, de vérifier surtout qu'elles ne sont pas contradictoires. Et donc, autant il y a des mesures qui sont évidentes et qui sont les mêmes depuis des mois. Par exemple, on n'a pas le droit d'être plus de 6 dans l'espace public. Bon, ça, c'est clair dans la tête de tout le monde, ça ne change pas. Et à la limite, le réécrire ou pas dans le tableau, finalement, c'est assez évident. Mais pour autant, il y a plein d'autres choses qu'on n'anticipe pas toujours ou pas suffisamment vite. Et finalement, peut-être le pire pour moi dans cette situation-là, c'est qu'une fois même qu'on a publié nos tableaux, on a des gens qui nous disent « Ah oui, mais alors attention, parce que là, vous écrivez ça, mais le texte, il ne dit pas tout à fait la même chose. » Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a énormément d'acteurs qui refont une passe sur ces documents-là, que forcément, ça multiplie les risques d'erreur, et surtout qu'on ne peut pas anticiper toutes les situations. Pendant le premier confinement, ça m'avait marqué parce qu'on avait pris des mesures au niveau national. Si on prend des mesures au niveau national, c'est pour plus de lisibilité, tout simplement. Pour que les gens appliquent les consignes, il faut que les consignes soient claires et qu'ils les comprennent. Il y a beaucoup de gens qui disent « Mais pourquoi on ne territorialise pas systématiquement ?» Parce que ce serait encore plus dur à expliquer à tous les Français. On a eu la même question sur les différentes disciplines, parce que, objectivement, sur le premier confinement, quand quelqu'un me dit « Mais je ne comprends pas pourquoi vous m'interdisez d'aller faire du surf. » Quand je fais du surf, je suis tout seul dans l'eau, il n'y a personne à 20 mètres à la ronde, ça ne pose pas de problème. Même chose pour quelqu'un qui va aller faire de l'escalade en milieu naturel, même chose pour le type qui va partir faire un running dans une forêt en plein milieu de la Creuse. Lui, il va croiser personne. Donc, il pourrait faire 200 km en vélo, ce ne serait pas un problème. Ce ne serait pas un problème vis-à-vis du virus et de la contamination. Mais pour autant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas rentrer au niveau national dans ce niveau de détail-là. Et de fait, on a beau essayer de tout anticiper, on a de nombreux abonnés qui sont extrêmement vigilants et qui nous font des retours très vite, et qui pointent finalement des incohérences. Alors bon, dans les meilleurs des cas, pour moi, ce sont des gens dont je suis finalement devenu relativement proche depuis un an, qui checkent à chaque fois ce qu'on publie et qui tout de suite viennent nous dire « Alors attention, parce que là, tu dis ça, est-ce qu'il n'y a pas une petite contradiction avec telle et telle chose ?» Et puis des fois, ce sont des gens qui sont hors d'eux, parce qu'on en a tous marre et parce que je comprends qu'on puisse ne pas comprendre pour le coup que l'État français et l'administration et les très nombreuses personnes qui travaillent sur ces sujets-là ne soient pas capables de sortir un document propre et parfait une fois. Bon, je vous le dis, ça n'arrivera pas, ce n'est pas arrivé depuis un an et ça n'arrivera pas d'ici à la fin de la crise sanitaire parce qu'il y a trop de paramètres en compte, il y a trop d'opérateurs qui agissent sur les différentes mesures. Et nous, quand on arrive finalement sur la communication numérique, on est la dernière courroie de transmission de l'information. Et ça fait aussi partie de notre boulot à nous. On est la porte de sortie des différentes mesures. On est aussi la porte d'entrée de vos critiques, de vos questions, de vos remarques. C'est aussi pour ça que nous, au niveau du ministère des Sports, on fait le choix à chaque fois qu'on publie les mesures de proposer aux gens de poser leurs questions et de rentrer dans le détail parce que même nos tableaux, même si on les veut synthétiques, même si on les veut clairs, ils ne répondent pas à toutes les situations. Depuis les différentes restrictions à la pratique sportive, les clubs ont dû s'adapter et parfois ont innové pour garder le lien. Peux-tu, s'il te plaît, nous partager éventuellement quelques bonnes pratiques identifiées par tes soins? Oui, alors je pense qu'on a tous constaté une accélération de la transformation numérique, alors de tout le monde, hein, pas seulement des clubs sportifs, mais il se trouve que les clubs de sport sont particulièrement concernés par ça. Ça a été de la visio, ça a été une façon de garder du lien. Le meilleur exemple de ça que j'ai, je pense, et que je cite souvent, ce sont les Tigres de l'ACBB. Donc, c'est les jeunes hockeyeurs de Boulogne-Billancourt qui, dès le premier confinement, avaient, via leurs réseaux sociaux, créé du contenu, participé à des challenges, fait des quiz,
Ils avaient fait vachement de choses, des vidéos, des photos. Ça permettait à la fois de solliciter les adhérents, les pratiquants du club, donc de garder un lien en interne, et puis à la fois de montrer à l'extérieur ce qu'était l'activité du club. Je suis assez certain qu'avec des communications comme ça, on va donner envie aux gens de revenir vers les clubs et de reprendre leur licence. Après, voilà, la période est longue, le hockey est arrêté maintenant depuis longtemps. Je pense que c'est en faisant ce type d'effort-là de communication qu'on peut aussi garder un lien avec ses licenciés et donner à l'extérieur l'envie de refaire du sport en club quand tout ça se sera terminé. Petite question d'Anthony qui arrive donc de Facebook. Comment pouvez-vous aider un club amateur qui souhaite développer sa communication? Parce que parfois, on se sent bien démuni. Alors, nous, directement, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de choses passer. J'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit en message privé sur les différents réseaux sociaux, on peut en discuter. Je pense qu'il faut, quand on est un club sportif, s'entourer de gens qui souvent sont des bénévoles. Je parlais de la CBB, la section hockey, c'est un parent tout simplement qui tient les comptes réseaux sociaux du club et c'est lui qui s'en occupe parce qu'il a une appétence particulière pour ça. Je pense qu'il faut réussir à un moment donné dans les clubs à trouver les gens qui sont à l'aise avec les outils et finalement plutôt que de développer une stratégie très complète de présence sur les réseaux sociaux, je pense qu'il faut laisser libre cours aux initiatives. Si vous avez quelqu'un dans votre club qui est très à l'aise avec Twitter, il faut sans doute réfléchir à la possibilité de créer un compte pour votre association et de lui mettre entre les mains parce que ça ne peut vous faire que du bien en matière de publicité, j'ai envie de dire, de promotion de votre activité. Il faut évidemment l'encadrer. On peut penser à des chartes éditoriales, à des chartes de modération pour que les gens ne fassent pas n'importe quoi. Mais je pense qu'il faut se saisir vraiment des initiatives. De la même façon, si vous avez un photographe dans votre club qui a l'habitude de couvrir les différents événements, il y a sûrement quelque chose à réfléchir du côté d'Instagram. Idem, si quelqu'un vous dit moi je créerais bien un groupe Facebook pour qu'on échange avec les licenciés. Voilà, je pense que le meilleur moyen, c'est de laisser de la liberté aux gens qui ont des compétences ou qui du moins ont de l'appétence et peuvent développer ces compétences-là. Les clubs sportifs, ils comptent sur les bénévoles pour l'encadrement sur le terrain. Il n'y a pas de raison qu'ils ne comptent pas aussi sur les bénévoles pour tout ce qui est finalement support comme la communication. Et encore une fois, si vous avez des questions précises sur certains réseaux, vous pouvez nous interpeller. Je ne dis pas qu'on réagira de façon extrêmement rapide parce qu'on a déjà beaucoup de boulot dans la période, mais en tout cas, on peut y réfléchir, on peut en discuter. Ça peut permettre de mettre des choses en œuvre. Et je parlais de la CBB, décidément, je les aurais cités 15 fois. Il se trouve que typiquement, ce qu'ils font, eux, sur les réseaux sociaux avec leur club, c'est tellement bien qu'avec le ministère des Sports, on a été amené à les relayer. Donc, on ne peut pas relayer tous les clubs de France, mais néanmoins, quand il y a de jolies initiatives, quand vous menez des opérations de communication qui sont intéressantes, qui peuvent être d'intérêt général, si vous faites des choses, je parlais du handisport tout à l'heure, on pourrait parler du sport féminin, n'hésitez pas à nous contacter. On peut peut-être mettre à disposition aussi nos abonnés pour mettre un petit peu en lumière certaines initiatives qui sont pertinentes. Et donc, est-ce que tu peux bien nous confirmer qu'un des meilleurs moyens aussi de pouvoir faire un appel du pied justement aux personnes qui gèrent les différents réseaux, c'est de bien évidemment identifier les comptes du ministère chargé des sports ou éventuellement de vous citer? Oui, tout à fait. Tout à fait. Si vous nous identifiez dans vos posts, ça passe dans nos notifications. Alors, tout dépend de la période, évidemment, hein. Quand on est juste après les mesures, je ne vous cache pas qu'il peut nous arriver de louper des choses. Mais pour autant, si vous nous identifiez, la plupart du temps, on voit passer la notification. Et puis, par ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer un message privé sur les différents réseaux. Alors, je sais que sur Twitter, comme on suit relativement peu de comptes, ça peut être compliqué. Sur Twitter, on laisse rarement passer une notification. Identifiez-nous, posez vos questions. Je ne dis pas qu'on répond à tout le monde parce que ce serait faux, mais néanmoins, on essaye de traiter le plus grand nombre de demandes. Et surtout, on essaye de traiter, ayez-le en tête aussi, des demandes différentes. C'est-à-dire que ceux qui peuvent passer un petit peu la trappe, c'est ceux qui posent pour la 10e fois la même question à laquelle on a déjà répondu. Sur Twitter en particulier, si vous allez sur notre compte et que vous allez dans les tweets et réponses, vous voyez toutes les réponses qu'on a déjà apportées. Il arrive qu'on ne réponde pas à toutes les questions, surtout si on a déjà traité le sujet. De façon plus générale, d'après toi, en quoi le numérique peut aider la filière sport à se développer et à innover? C'est ce qu'on disait sur la transformation numérique. Je pense qu'il y a encore des gros efforts à faire sur
Le lien avec les licenciés en particulier, le fait de pouvoir reprendre sa licence sur le web, ce serait une avancée pour beaucoup de clubs. Le fait d'avoir des services via des sites internet ou des plateformes en ligne. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être développées. Et au-delà de ça, on voit un certain nombre d'initiatives de ce qu'on appelle maintenant des stades connectés. Alors moi, je ne suis pas forcément très, très favorable au fait qu'on mette partout du Wi-Fi et qu'on permette à tous les spectateurs dans les stades de faire autre chose finalement que de regarder le spectacle qui se passe sur le terrain. Mais parallèlement à ça, moi, je crois beaucoup en le fait que le numérique, finalement, ce n'est qu'un prolongement des relations humaines qu'on a par ailleurs. Vous pouvez peut-être remarquer que les gens avec lesquels on échange le plus souvent sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, c'est finalement des gens soit qu'on a déjà rencontrés physiquement, soit qu'on pourrait rencontrer physiquement parce que dans la relation de long terme, on finit par avoir des points communs qui peuvent faire en sorte qu'on a envie de rencontrer l'autre. Typiquement, dans le monde du sport, je pense qu'il y a quelque chose à jouer là-dessus, sur les licenciés des clubs, sur les pratiquants qui pratiquent la même discipline. Je pense que le numérique, finalement, peut raffermir nos liens. Et on l'a vu pendant le confinement avec un certain nombre de visios, un certain nombre de cours de sport à distance. Le numérique, il est là pour nous rapprocher, y compris dans des conditions où on ne peut pas forcément se rencontrer. C'est le cas en ce moment. Et ça restera vrai une fois la crise sanitaire terminée. Je pense que le numérique doit être un prolongement de ce que les bénévoles font déjà sur le terrain dans les clubs. Petite question de Kérian. Quelle politique avez-vous vis-à-vis des influenceurs? Alors, les influenceurs, c'est un vaste sujet. Moi, je suis plutôt favorable au fait de passer par des influenceurs. Là encore, il y a différents cas de figure. Au ministère des Sports, on ne fait pas appel à des influenceurs tels qu'on l'entend quand on parle de youtubeurs. On n'a jamais fait appel à McFly et Carlito encore, même si à titre personnel, je serais le premier à être favorable à ça. On n'a pas forcément les moyens de les attirer à nous, ou en tout cas le budget, parce que finalement, quand on passe par des influenceurs, il y a deux moyens de le faire. Soit on fait ce qu'on appelle des relations publiques. Je parle de McFly et Carlito, c'est ce que fait le président de la République avec ces deux youtubeurs qui vont organiser une vidéo à l'Élysée avec lui. C'est des relations publiques, c'est-à-dire que le président, lui, il est en capacité de demander à un youtubeur une faveur, comme de faire une vidéo sur les gestes barrières, par exemple. Nous, au niveau du ministère des Sports, on n'a pas forcément le même levier. En revanche, ce qui se fait dans d'autres institutions, ça peut être de dépenser un petit peu d'argent, un petit peu, tout est relatif. Les budgets peuvent être plus ou moins importants, mais c'est-à-dire payer pour avoir accès finalement aux abonnés d'un influenceur. Ça se rapproche de ce que je disais tout à l'heure sur le fait que nous, si on compte que sur nos abonnés à nous, on touche beaucoup moins de gens que si on est en capacité d'investir un petit peu d'argent en sponsorisation. Typiquement, l'influenceur, c'est celui qui va créer lui-même le contenu, alors avec un certain nombre de directives de la part de l'institution, et qui surtout va diffuser à des abonnés qui sont beaucoup plus nombreux. Encore une fois, je garde cet exemple-là, McFly et Carlito, ils touchent plus de 6 millions d'abonnés sur YouTube. En plus, c'est une cible plutôt jeune, il est évident que c'est un outil qui est intéressant. A contrario, nous, au ministère des Sports, on n'utilise pas forcément ces dispositifs-là, pour des raisons de budget la plupart du temps. Mais pour autant, nous, on a d'autres types d'influenceurs, que sont les athlètes, par exemple. On a deux cas évidents ces 3 dernières années. Il y a eu notamment une campagne contre les discriminations. Je ne sais pas si vous en souvenez. La campagne s'appelait Execo, où on avait fait intervenir des athlètes, des sportifs en exercice. Ils étaient tous en exercice à l'époque. Il y avait notamment Antoine Griezmann, il y avait Frédéric Michalak, il y avait Sarah Ouramoun, par exemple. Donc là, pour le coup, on n'a pas investi d'argent, c'est-à-dire qu'on les a sollicités, on voulait faire une campagne contre les discriminations, contre le racisme, l'homophobie, le sexisme. Et eux ont répondu présent parce que une grande partie des athlètes professionnels portent des valeurs, comme à peu près chacun d'entre nous, et ont accepté de nous prêter finalement leur image pour cette campagne-là. Un autre exemple, c'est la campagne qu'on a menée sur les violences dans le sport. On a fait 2 vidéos, notamment une avec Zinedine Zidane, s'il vous plaît. Donc là, on avait une campagne qui était un petit peu différente. C'était des vidéos face cam. Donc, on avait demandé aux différents athlètes de se filmer avec leur téléphone. Et puis, on a fait un bout à bout sur une phrase pour un clip. Et là, typiquement, c'est pareil. On a un très grand nombre d'athlètes qui ont répondu présent. Il n'y a pas eu d'argent investi. Là encore, c'est l'idée
qu'ils prêtent leur image pour lutter contre les violences dans le sport. C'est en général le genre de levier qui fait qu'on se mobilise assez facilement. Tu parlais de menaces, de violences. Justement, est-ce que via les comptes du ministère chargé des Sports, il y a malheureusement certaines personnes mal intentionnées qui font part, voilà, éventuellement de certaines volontés déplorables? Et comment vous réagissez dans ce cas-là? Bien sûr, alors on a des insultes très standards, mais on a aussi des choses un petit peu plus problématiques, type menace de mort. Là, je vous invite tous, mais y compris en tant que particulier, il ne faut vraiment pas hésiter parce que souvent, ce qui nous retient au moment de signaler un contenu sur le web, c'est de se dire que ce ne sera pas traité ou que ça va mettre trop de temps. Il y a 2 choses à faire quand on a affaire à ce type de contenu, qu'on soit un particulier, qu'on soit une marque ou une institution. C'est de signaler sur la plateforme en question, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram. Il faut signaler le contenu pour la raison qui vous amène à le faire. Donc, ça peut être des menaces, ça peut être du harcèlement ciblé. Et surtout, sachez que pour toutes les… Alors, pas pour des insultes un peu lambda, je ne citerai pas d'injures maintenant, mais si on s'en prend à vous juste avec une insulte un peu standard, ce n'est pas la peine de le faire. Pour autant, si on menace, si on vous fait des menaces de mort ou si on vous harcèle en ligne, il ne faut pas du tout hésiter à signaler à la plateforme Pharos, qui est une plateforme qui est gérée par le ministère de l'Intérieur, derrière laquelle il y a une cellule avec des policiers qui sont chargés de traiter ces demandes-là et qui sont efficaces. Donc, il faut vraiment faire ces signalements-là. Et j'ajoute que sur les réseaux sociaux, pour être vraiment efficace, le mieux, c'est de faire des signalements massifs. Donc, si vous pouvez inviter vos proches ou simplement vos abonnés à faire le même signalement, à dire, voilà, on me menace de mort sur telle publication, ou d'ailleurs, on menace un tel de mort sur telle publication, faites tous ce signalement-là. Ça aide fortement à ce que ces signalements-là soient pris en compte, mais il ne faut pas penser que les services derrière sont inactifs. Le fait est qu'il y a énormément de demandes, donc ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de la nature de la menace, mais il faut vraiment le faire. Question d'Élise Léger. Comment voyez-vous les évolutions futures des réseaux sociaux? Est-ce que les utilisations seront éventuellement différentes? Ça, c'est la question piège à laquelle il ne faut jamais répondre parce qu'on finit par répondre un truc, puis après on nous ressort la vidéo 10 ans plus tard en disant ouais, tu racontais vraiment n'importe quoi à l'époque. J'ai pas d'idée trop précise. Ce que je constate en revanche, c'est que le contenu vidéo prend de plus en plus de place, quels que soient les réseaux. C'était le cas déjà avant sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Avec des plateformes comme TikTok, on note que maintenant, on a carrément des plateformes qui sont dédiées uniquement à ce média-là, à ce médium-là qu'est la vidéo. TikTok, en plus, amène par exemple cette possibilité de faire du montage de façon très facile en intégrant finalement à sa plateforme des choses qui jusqu'ici étaient plutôt réservées à des gens qui avaient accès à des logiciels comme Final Cut ou comme Premiere Pro. Donc, il y a vraiment une démocratisation de ces contenus qui étaient finalement des contenus un peu complexes et qui deviennent finalement plus faciles à gérer et qui sont à la portée de tout le monde. Donc, je crois beaucoup à cette tendance-là, qui est déjà en cours. Donc, ce n'est pas très difficile de dire que ça va continuer. Et à titre personnel, je vous invite fortement à vous intéresser aussi au support qu'est le podcast. Je pense qu'il y a déjà il y a de plus en plus de gens qui l'investissent. Et surtout, on y trouve des contenus de très grande qualité. Donc, je vous invite vraiment à vous intéresser à ce support-là. On n'en fait pas encore au ministère des Sports, mais ce ne serait pas totalement idiot de penser à une série sur ce support-là qui permet d'être accessible à peu près n'importe où, qui ne nécessite pas d'être devant un écran en plus, ce qui est plutôt positif. Je pense que ce support-là aussi a de l'avenir devant lui. Et de manière générale, tout contenu avec de la valeur ajoutée a de l'avenir. On a dit pendant très longtemps que sur le web, quand on faisait de la vidéo, il fallait faire des vidéos très courtes, ce qui semble d'ailleurs validé par une plateforme comme TikTok. Bon, vous regardez, à contrario, on a beaucoup d'influenceurs, de créateurs de contenu qui font des vidéos qui peuvent faire 20, 40 minutes, 1 heure parfois. Parallèlement à ça, vous avez le développement d'une plateforme comme Twitch sur laquelle il y a des lives qui peuvent être très très longs. Donc je pense qu'il ne faut pas du tout avoir peur du contenu, que ce soit du contenu visuel ou écrit d'ailleurs. Il ne faut pas hésiter à aller vers des formats peut-être plus longs. C'est-à-dire que les gens, maintenant, ils fragmentent finalement leur utilisation. On va regarder 10 minutes d'une vidéo YouTube et puis on y reviendra plus tard. Donc, il ne faut pas avoir peur du fait que les gens ne se dégagent pas 1 heure pour regarder ou pour écouter votre contenu. Je pense qu'il faut d'abord créer du contenu intéressant et pertinent et que finalement, à partir du moment où on remplit cet objectif-là, peu importe le support, les gens seront au rendez-vous.
Pour les nombreuses personnes qui nous regardent, est-ce que tu pourrais nous dire si justement il t'est déjà arrivé éventuellement d'envoyer un post sur le compte du ministère chargé des Sports plutôt que le tien à titre personnel? Ça n'est absolument jamais arrivé. En tout cas, vous n'aurez jamais de preuve que c'est arrivé. Donc, voilà, pour la petite histoire, oui, c'est arrivé. Alors, ça m'arrive très rarement, c'est-à-dire que le fait d'être passé à l'Élysée m'a quand même un peu vacciné contre les comptes multiples parce que ça aurait pu avoir des incidences autrement plus embêtantes. Bon, pour la petite histoire, une fois, c'est arrivé une fois et ça c'est pas resté en ligne longtemps. Je voulais partager un gif de Chuck Norris sur mon compte personnel et il se trouve il a atterri sur le compte Twitter du ministère des Sports de façon totalement involontaire et il est resté moins de 30 secondes en ligne, donc il y a pas mort d'homme, mais ce serait mentir, je pense, quand on travaille dans la communication numérique, que d'essayer de faire croire qu'on ne s'est jamais planté de compte. Je pense que ça arrive à absolument tout le monde. Et évidemment, plus on passe de temps à travailler dans le secteur et plus on risque de faire ce genre de boulettes. À la veille des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, justement, comment vous préparez ces différentes périodes au ministère chargé des Sports? Alors, il se trouve que finalement, les Jeux olympiques, ça nous concerne beaucoup moins, nous, que nos collègues du CNOSF, qui, eux, auront… alors, cette année, c'est un peu compliqué. Pour Tokyo, ce sera peut-être un petit peu différent, mais qui, d'habitude, ont la chance, eux, d'aller sur place. Nous, en général, on n'accompagne pas ce déplacement-là, tout simplement parce que la présence de la ministre est assez réduite sur place. Bon, elle y reste en général 2-3 jours grand maximum, souvent pour l'ouverture des JO ou à des moments particulièrement importants pour la délégation française. Donc nous, on fait malheureusement une couverture plutôt depuis Paris et on est moins concerné par les JO que nos camarades du CNOSF. Et pour ce qui est de Paris 2024, du COJO, du Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d'ailleurs, qui eux publient beaucoup plus de contenu. Ils ont aussi un petit peu plus d'abonnés sur les réseaux sociaux, je ne devrais pas le dire, mais c'est un fait. Donc, eux en parlent plus. Après, nous, comme pour finalement toutes les grandes compétitions sportives, là on parle des JO, mais c'est exactement pareil quand on a une Coupe du Monde de football, c'est exactement pareil quand on a un Euro de handball. Là encore, on se fait fort de relayer l'événement, mais en général, on s'appuie sur des contenus et des publications déjà existantes. Pour la Coupe du Monde, ce sera la FFF, et puis les différentes équipes de France pour les différentes disciplines en fonction des grands événements évoqués. On ne peut parler de Jeux olympiques et paralympiques sans évoquer bien évidemment Paris 2024. Est-ce que toi aujourd'hui, ça te parle et comment tu penses pouvoir vivre cet événement au plus près? Moi, ça me parle évidemment, et surtout, moi, je crois beaucoup à la question de l'héritage des Jeux Olympiques, c'est-à-dire que on va aller vers cette compétition dans les meilleures conditions, je l'espère. J'espère qu'on aura laissé la Covid derrière nous depuis un petit moment. Moi, ce que je vois surtout, c'est que ça va avoir un impact fort sur les différentes pratiques. C'est la première fois, un petit peu gadget, mais bon, c'est quand même important. C'est la première fois qu'on a un logo qui correspond à la fois aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques. On a donc une seule identité, ce qui va être extrêmement important. Ça va permettre d'intéresser vraiment les Français à la pratique sportive. Nous, notre objectif, finalement, c'est surtout que les Français pratiquent le plus de sport possible. Et moi, quand je pense aux JO, je pense avant tout aux enfants, aux petites filles, aux petits garçons qui vont regarder les différentes disciplines, qui vont peut-être découvrir des sports, parce que les JO ont aussi cet avantage de montrer beaucoup plus de disciplines. Je pense à tous ceux qui vont être incités à découvrir des sports, à aller vers la pratique, et puis à tous ces lieux de pratique que ça va nous laisser aussi, alors plutôt en région Île-de-France a priori, mais néanmoins des lieux de pratique qui pourront être intéressants pour les habitants de la région concernée après les Jeux Olympiques. Tout ça, c'est du positif, et je pense que c'est important de dire que les Jeux Olympiques, ça a un coût important, mais c'est un coût qui est d'abord de l'investissement pour le sport en France. Et je pense que le fait d'avoir cet événement sur le territoire national, c'est vraiment un moment important. On l'a vu quand on a organisé quand la FIFA a organisé la Coupe du monde féminine de football en France, ça a eu un impact tout de suite sur la pratique des jeunes filles et sur la médiatisation du football féminin. Ce qu'on espère de Paris 2024, c'est exactement la même chose, et c'est de permettre encore une fois au plus de jeunes possible de pratiquer des sports qu'ils aiment et de découvrir l'immense diversité des disciplines qui se pratiquent dans ce pays.
Petite question de Jean-Luc. Demandez-vous sur certaines communications, vous pouvez hésiter, une validation pour vos réponses? Et si oui, à qui? Alors, on essaye de fonctionner de façon plutôt montante, c'est-à-dire que idéalement, on ne demande pas de validation. C'est-à-dire que tous les messages qu'on diffuse sont en fait partagés par le community manager sans que quelqu'un ait relu dans son dos systématiquement chaque message. Je parlais tout à l'heure des réponses qu'on fait. Ce serait de toute façon totalement impossible de faire valider chaque réponse qu'on fait sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pas possible. Donc, on essaye d'avoir une validation qui soit plutôt de notre part, c'est-à-dire qu'on se fait valider un certain nombre de contenus quand on a besoin de se les faire valider. Typiquement, sur les mesures pour le sport, le tableau il est validé avant qu'on commence à répondre aux gens. Donc, on part du principe que les éléments de fond sont tous actés et que donc le community manager finalement peut se sentir libre d'adapter la réponse en fonction des personnes parce qu'il se réfère finalement à une FAQ quelque part, dans laquelle toutes les réponses, là, pour le coup, ont été validées. Mais donc, on valide les éléments de fond et ensuite, on laisse de la liberté au community manager. Il y a ça, et puis après, il peut y avoir des questions qui sont tout simplement très politiques, auxquelles on n'a pas forcément d'ailleurs vocation à répondre. Là, de fait, nous, on fait remonter ces sujets-là au cabinet de la ministre, et c'est la conseillère communication de la ministre qui décide si le ministère a à répondre ou pas, ou si la ministre elle-même peut apporter une réponse à telle ou telle question. Et évidemment, les documents dont je parlais juste avant sur les mesures pour le sport sont tous validés là aussi par le cabinet de la ministre, qui est, c'est pas exactement notre hiérarchie directe, c'est-à-dire que moi, ma hiérarchie directe, c'est avant tout la chef de bureau du bureau de la communication jeunesse et sport. Pour autant, dans les faits au quotidien, tout ce qu'on a à se faire valider et tout ce qu'on porte doit être vu et validé par le cabinet de la ministre. Merci beaucoup, Maxime. Concernant les sportives et les sportifs, est-ce que justement tu as des liens particuliers avec certains athlètes tricolores? Alors, on a des liens régulièrement avec eux, tout simplement parce que ça nous arrive de leur demander un coup de main. Je parlais des campagnes qu'on a menées tout à l'heure. Ça peut être aussi sur le relais pour certains événements. J'ai aussi évoqué la Convention nationale de prévention des violences dans le sport qui s'est tenue vendredi. Typiquement, là, on a fait appel à un certain nombre de personnes dans le mouvement sportif en leur proposant de relayer la communication sur un sujet qui est d'intérêt général. Donc, le contact, il se fait comme ça. Après, le contact de personne à personne, il se fait là aussi plutôt par le cabinet de la ministre. D'abord parce que la ministre a un certain nombre évidemment de contacts dans le milieu de par son parcours. Donc, elle connaît beaucoup de gens qu'elle peut mobiliser elle-même quelque part. Et puis parce que tout simplement, les relations publiques, on va dire, comme les relations presse, sont plutôt au niveau du cabinet. Après, nous, on entretient le lien via souvent leurs comptes réseaux sociaux. On avait des liens réguliers avec Vincent Parisi, par exemple, qui créait du contenu pendant le premier confinement sur Instagram en particulier. Donc, on a pas mal relayé ces contenus. Il est évident que quand on relaie des contenus de tel ou tel athlète, on a tendance à lui faire savoir et puis à échanger avec lui. C'est le cas d'un certain nombre de sportives aussi qui ont accepté de relayer la convention de vendredi. Là, pour le coup, on demande évidemment une validation au cabinet sur la possibilité de les contacter. Et ensuite, nous, on les contacte directement en direct message sur Twitter ou sur Instagram pour leur proposer de relayer nos publications. Merci. Si tu devais décrire ton métier en 3 mots, ce serait quoi? Alors, en 3 mots, les deux qui me viennent le plus rapidement, c'est la curiosité parce que le secteur impose ça, c'est-à-dire que le secteur du numérique est extrêmement mouvant. Le deuxième, ce serait l'empathie pour toutes les raisons que j'ai déjà évoquées sur le fait de réussir à communiquer de façon un petit peu personnelle avec les gens et puis de faire ressortir ce qu'on a d'humain derrière des comptes d'institutions. Et puis le troisième qui est plutôt, lui, en rapport avec le lieu où j'exerce aujourd'hui, c'est la passion, parce que typiquement, le domaine du sport, c'est quand même beaucoup ça, que ce soit la passion des athlètes qui pratiquent au plus haut niveau ou des pratiquants qui font ça dans le club de leur quartier, et puis celle de tous les agents qui servent le ministère des Sports et qui sont tous extrêmement attachés au sport, contrairement à ce que je peux lire de temps en temps sur les réseaux sociaux. Alors, ce sera donc la dernière question parce que l'heure est déjà écoulée. Ça passe tellement vite à tes côtés et merci parce que ces échanges sont vraiment très enrichissants et très passionnants. Alors, Kérian qui te demande, avez-vous des liens avec d'autres acteurs ministériels, notamment via le programme Héritage de l'État pour les JOP 2024?
Oui, alors on mène énormément de politiques publiques qui sont interministérielles. Tout à l'heure, je crois avoir cité le savoir rouler à vélo, qui est une politique publique qui est menée en partenariat avec le ministère des Transports, par exemple. Il est évident que sur toutes les questions pour les mesures sanitaires, mais aussi sur des sujets comme les maisons sport santé, on a un lien étroit avec le ministère de la Santé. Je parlais tout à l'heure de la cellule interministérielle de crise qui valide un certain nombre de nos publications. Donc, il y a des échanges étroits entre les différents acteurs de l'État. Et puis, au-delà de ça, sur la question des Jeux olympiques et paralympiques en particulier, on a des liens étroits avec le CNESF, qui est donc l'émanation du CIO en France, avec le COJO qui organise les Jeux olympiques, avec le CPSF, qui est le Conseil paralympique sportif français. Donc, on a évidemment des liens très étroits avec ces différents acteurs et c'est surtout qu'on mène un petit peu les mêmes campagnes. Donc, on se retrouve finalement dans les différentes réunions autour de la table régulièrement. On est le 8 avril. Hier a commencé le colloque sur la lutte contre le dopage qui dure 3 jours, les 7, 8, 9 avril. Bon, bah, typiquement, ça, c'est un sujet qui est porté en étroite collaboration avec le CNESF et l'Agence française de lutte contre le dopage. Allez, nous sommes dans le temps additionnel. Comment se passe le processus créatif de vos campagnes de communication? Qui intervient et à quelle temporalité? Alors, ça dépend des campagnes, ça dépend de leur importance. Il y a deux façons de faire. On a, nous, les ressources en interne pour faire un certain nombre de choses. On a un graphiste, notamment pour la production sur la forme, j'ai envie de dire. On a des chargés de communication qui suivent les différents dossiers et qui mettent en musique les différents services qui apportent du fond, qui apportent des éléments pour une campagne. Et puis, à côté de ça, quand on essaye d'avoir peut-être une patte un petit peu décalée ou en tout cas un autre regard, on fait aussi appel à des agences, tout simplement. Donc, ce n'est pas toujours les mêmes. On est soumis à un certain nombre de marchés publics, je l'ai dit tout à l'heure. Mais ça nous arrive de faire appel à des prestataires extérieurs qui nous apportent tout simplement un regard neuf sur nos campagnes, que ce soit en matière de vidéo, en matière de campagne print, d'affiches. Et puis, il y a aussi des choses qu'on ne sait pas faire en interne. Pour vous donner un exemple très précis, tout ce qui va être vidéo d'animation, de motion design, on n'a pas les compétences. Donc, typiquement, dans une campagne où on souhaiterait intégrer ce type d'éléments, on fera appel à des prestataires extérieurs nécessairement. Maxime, ça y est, on va devoir se quitter. Je te remercie très sincèrement pour ta venue, tes Merci à toi, Pierre. explications. Et bien évidemment, nous tenons à saluer l'ensemble des personnes connectées via la page Facebook du Cross Normandie. En ces temps encore un peu compliqués, surtout, prends bien soin de toi. Salutations à tout le monde et vive le sport. Merci à tous. Et soyez gentils avec nous sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. À bientôt. Au revoir. À bientôt.